Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate NFL, le podcast en français 100% actualité NFL. On se retrouve pour une nouvelle semaine de cette intersaison 2026 et on va parler bien évidemment de la grande actualité de ce week-end, de l'information qui est tombée, le retour pour une nouvelle saison d'Aaron Rodgers chez les Steelers. On en profitera pour faire un tour global des quarterbacks qui ont souvent changé d'équipe dans cette free agency, parce que notre ami Seb, qui est avec nous ce soir, n'a pas eu l'occasion de s'exprimer quand nous on l'a fait dans les différents talks, etc., sur les changements de quarterback. Donc il va pouvoir rattraper son retard, notre cher Seb, qui est là avec moi aujourd'hui. Salut mon Seb. Salut Flav, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous. Oui, je vais pouvoir m'exprimer, puisque j'ai été trop longtemps bâillonné dans cette émission. Non, je plaisante bien sûr. La signature d'Aaron Rodgers, évidemment, c'est la grosse nouvelle. Alors, à défaut d'être une grosse surprise de la semaine. Et oui, effectivement, du côté des quarterbacks, il y a eu des mouvements, il y a eu des interrogations. On va débriefer tout ça entre nous tout de suite. Surtout qu'on nous a aidés parce qu'il y a eu Aaron Rodgers qui est signé, mais il y a aussi Justin Jefferson qui nous a fait une petite sortie chez les Vikings, précisément concernant le quarterback pour la saison 2026. Donc on va reparler aussi du cas, notamment des Vikings, on parlera des Dolphins, on parlera des Raiders. Bref, tout ça, il y a de belles équipes. Il n'y a pas les Browns au programme, pourtant aussi les QB, c'est un débat, et bon, ça vaudrait une émission pour eux tout seuls. Mon Yaya est là aussi. Salut mon Yaya, comment ça va ? Salut Flav, salut Seb, salut à toutes, salut à tous. Écoute, ça va très bien. Et ça tombe bien qu'on ait Seb, puisque en off, il parle de guillotiner certains quarterbacks. Donc, c'est l'homme qui coupe les quarterbacks. Voir qui les coupe. Je veux relancer une industrie française, quelque chose qui a été le fleuron de notre ingénierie et qui malheureusement tombait en désuétude il y a quelques années de ça. Qu'est-ce que tu veux ? Après, on dira que la France ne veut pas avancer. Moi, j'ai des idées, on n'écoute pas. C'est en perdre la tête. Mais parce que tu as vu Suzette. C'est tout à fait. Les amis, on va commencer donc avec le cas Aaron Rodgers. Juste avant, je vous dis et je vous donne plusieurs rendez-vous déjà samedi 17h pour le pré-game show avec Wake des Paris Musketeers, le match entre les Mousquetaires et les Prague Lions. Ce sera à 18h. Le match au Stade Bauer. Vous êtes bien évidemment les bienvenus. Vous pouvez prendre vos billets sur le site des Paris Musketeers. Et aussi, autre rendez-vous cette fois en NFL. Mon cher Yaya, la semaine prochaine, il y a un petit épisode spécial. Oui. Ah, il y a l'épisode qui ravit Yaya. C'est pour ça qu'il reste avec nous. C'est juste pour faire cet épisode-là tous les ans. Oui, tout à fait. C'est le tu préfères. Le fameux tu préfères de l'intersaison. Ce sera la semaine prochaine et il est ouvert, comme l'an dernier, aux auditeurs. Donc, si vous êtes dans le Discord et que vous avez envie de participer, vous nous envoyez un petit DM et puis on essaiera de faire passer des auditeurs pendant cette émission un peu spéciale. On va faire passer un casting, mais rassurez-vous, il faut coucher avec Yaya. Non, on n'est pas Patrick Bruel. On n'est pas Patrick Bruel. On commence donc avec Aaron Rodgers. Aaron Rodgers qui re-signe. Alors, c'était un secret de Polichinelle. Tout le monde s'attendait plus ou moins à ce qu'il re-signe. Ça finit par arriver. Je crois que c'était dans la nuit de samedi à dimanche que la nouvelle est tombée. Alors, ça faisait presque une semaine même qu'il était déjà du côté de Pittsburgh sans être dans les installations des Steelers. Il a signé un nouveau contrat. On va revenir sur le montant. Un nouveau contrat d'1 an. Mon Yaya, de toute façon, on ne s'attendait pas forcément à un contrat longue durée. 44 ans. Faudrait être un peu fou alors pour faire plus quoi. Enfin, je pense que Stana a donné un petit peu d'argent pour ce contrat, parce que bon, on ne sait jamais, parce qu'au bout d'un moment, il pourra plus monter les escaliers, le petit pépère. Donc bon, après c'est un train qui arrive à l'heure. On savait qu'il voulait continuer. Tous les postes quasiment ont été pris. Les Steelers. Est-ce qu'ils ont quelqu'un vraiment derrière ? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils veulent développer quelqu'un ? Une bonne question. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on va voir une légende du jeu à Paris. Donc voilà, c'est plutôt bien. Enfin, voilà. Après, j'ai eu beaucoup de réactions. Ils restent dans leur zone. Ouais. Il y a eu du bon et du moins bon.
Il y a eu du bon et du moins bon. Je sais qu'il y a eu des réactions notamment sur la vidéo de Flo qu'on salue de French Touchdown, avec des gens qui disaient, alors oui, il est trop vieux, il devrait s'arrêter. Et puis d'autres qui disaient, mais ça c'est très français. S'il se sent d'avoir envie de continuer, et ben qu'il continue, il peut encore apporter à une équipe. Tu te situes où, toi, mon Seb? Dans il aurait dû prendre sa retraite, il va faire l'année de trop, ou dans après tout, laissons-lui sa chance, parce que de toute façon, à défaut de mieux. Alors, ouais, à défaut de mieux, voilà, ça serait plutôt ma réaction en l'occurrence, parce que déjà, si on regarde la free agency sur les quarterbacks, elle n'était pas fofolle cette saison. L'autre grosse prise, alors je mets quand même des guillemets à grosse prise, c'était sans doute Kyler Murray. Kyler Murray, il a signé à Minnesota, même s'il paraît que apparemment Minnesota, il serait allé renifler du côté d'Aaron Rodgers à un moment durant l'intersaison. Néanmoins, les Steelers l'avaient tagué en tant que unrestricted free agent, donc ça voulait quand même bien dire qu'il y avait une volonté au moins sous-jacente de le re-signer. Après, trop vieux, pas trop vieux. Si tu regardes statistiquement, c'est pas si mauvais que ça la saison dernière. 3322 yards, 24 touchdowns, 7 interceptions. Correct, mais ses fondamentaux, c'est plus que c'était. Il avait beaucoup de problèmes sous la pression. Sa pocket awareness était vraiment plus qu'elle était. Bilan, il a quand même pris des sacs qui auraient pu être évités, où il a lancé des ballons trop tôt. Et puis surtout, je vois pas. Alors, deux choses. Un, Yaya parlait, nous disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'ils veulent développer quelqu'un? Moi, je vais te la donner. La QB room des Steelers, en dehors d'Aaron Rodgers, c'est Mason Rudolph, Will Howard et Drew Allard. Alors, ils n'avaient pas trop d'autres choix que de re-signer Rodgers, parce que tu pars quand même moyennement confiant avec une QB room. Pareil. Après, Will Howard, il y en a qui le voient, ou Drew Allard, qui a été choisi cette année en 5e tour, si je ne dis pas de bêtises, 4e ou 5e tour. Tu les lances pas dès leur saison rookie. Mais c'est bien pour ça. Il y en a qui Howard, il n'est pas rookie, puisqu'il a été. Allard est rookie. Allard est rookie, et Howard n'est pas rookie. Mais n'empêche que peut-être qu'il voit en Drew Allard un possible successeur et que justement, il laisse Aaron Rodgers un an. Sans doute. Mais là, ce serait trop tôt. Donc, le choix était quand même réduit. Et puis, la saison dernière, quand même, au final, l'attaque de Pittsburgh, c'est pas terrible. Je crois qu'ils sont 21e en passe et 26e au sol. Il me semble, je vous précise ça, en yard. Moi, je vois pas pourquoi ça marcherait mieux cette saison. Alors, moi, justement, j'ai... Alors, je dis pas qu'il y a tout, mais il y a un nouveau coach. Il va avoir le quarterback qu'il a eu pendant 14 ans, je crois, 12 ans, 12-13 ans, de 2006 à 2018. 2018 alors, il avait 35 ans, c'est plus le même. Non, mais je sais que c'est plus le même. Mais sauf que quand tu es coach, en fait, il y a des fois, tu vas faire des trucs pour ce que j'appelle des moves de sécure. C'est-à-dire que tu sais ce que tu sais que pendant un an, tu vas pouvoir avoir le gars que tu connais. Quand tu passes 13 ans avec quelqu'un, tu sais les qualités et les défauts. Ouais. Et je crois qu'il y avait une envie mutuelle de travailler ensemble. Donc, je suis d'accord avec toi, et c'est que on sait qu'Aaron Rodgers, c'est quelqu'un qui est particulièrement particulier, voilà, qui est particulièrement difficile, qui est un homme pas toujours facile à manager et pas toujours facile à gérer. La fin a été compliquée avec McCarthy. Oui, mais au moins ils se connaissent. C'est des gens qui se connaissent. Tu vois, qui partent pas dans l'inconnu. C'est pas un coach qui ne le connaît pas du tout, etc., etc. Déjà, il y a ça de prix, quoi. C'est ça. Après, moi, je pense que ça a joué dans la balance en disant, les gars, faites revenir Rodgers au moins pour une saison. On sait que c'est la saison 1 après Mike Tomlin. Ça a été... c'est la fin Tomlin depuis justement depuis 2018 à peu près. C'est un peu de la médiocrité quand même. C'est pas mauvais, c'est pas c'est moyen plus, quoi. C'est voilà. Donc
Là, Mike Carty, s'il se retrouve avec un quarterback rookie à développer, que tu t'envoies au feu, ben en fait, qu'est-ce que tu fais? Donc là, il se retrouve avec un quarterback qui, et je suis d'accord avec toi, Seb, qui a 44 ans, qui ouais, mais sauf que ça. Et sur le marché, tu l'as vu, il n'y a pas de à part le serpent de mer, celui qui n'a toujours pas annoncé sa retraite, Tannehill, il n'y a pas de quarterback qui a vraiment starté, en fait. Donc, tu te retrouves quasiment de fait, et puis, je ne suis pas sûr que c'était pas le plan A depuis le début. Sinon, ils auraient drafté ou ils auraient fait tenter quelque chose à la draft, ils auraient tenté à la free agency autre chose. Il aurait fallu que tu vendes la ville entière, hein, parce que c'est quand même des champions de division. Alors champion, peut-être parce que la FC Nord, la saison dernière, bon, la situation était un peu particulière, hein, peut-être champion par défaut, certes, mais il aurait quand même fallu que tu vendes toute la ville, quoi, pour faire un bon move, pour choper un quarterback. Surtout que c'était pas la foire au quarterback à la draft. C'était pas la foire au QB, hein, si t'étais pas dans les 2 premiers pics. Donc là, tu tradais. C'était pas le premier pick parce qu'il y a eu que lui. Ouais. Il y a eu que Mendoza. Si après il y a eu un reach des Rams, mais tu vois, il y avait pas de starter, et même vous connaissez ma position sur même un premier choix en starter Day One, c'est compliqué, quoi. Oui, et puis on y reviendra, mais même pas sûr que Mendoza cette année soit starter Day One. On va y revenir un peu plus tard. Il y a autre chose dont il faut qu'on parle pour les Steelers et pour cette attaque. Il y a qui autour de Aaron Rodgers? Parce que déjà, la saison dernière, en dehors de DK Metcalf, c'était quand même assez mince au niveau des receveurs. Là, on a quoi? Ils ont signé Rico Dowdle. Bon move, ok, parce qu'il a fait une très très bonne saison. On verra si ça fitera. Mais après, sur les postes, il y a qui? Il y a Jonnu Smith, je crois, qui a signé. Bon, pas pire. Il y a Calvin Austin. Pourquoi pas? Je crois qu'il y a il y a Marquez Valdez-Scantling, il y a Adam Thielen. Ok, mais c'est pas des gens autour desquels, malgré tout le respect que je peux avoir pour eux. Il y a Michael Pittman qui est arrivé cette année. Il y a Michael Pittman. Alors, peut-être que si la sauce prend bien, voilà. Mais je trouve que le casting est un petit peu fragile. Hein. Et puis la ligne n'a pas été super renforcée. Ouais. Quid de. Enfin, running back, ça a changé aussi de mémoire. Oui, puisqu'il y a Dowdle qui arrive. Oui, c'est Dowdle qui arrive. Ouais, mais enfin, voilà. T'as besoin d'un running back qui va venir bloquer aussi. La défense, TJ Watt, il commence à avoir des envies de partir parce qu'il veut gagner un titre, ce qui est. Mais sauf qu'il ne rajeunit pas. Hein, oui. Donc, après, tu parlais d'Adam Thielen, je suis en train de vérifier, je suis pas sûr qu'il y soit encore. Hein. Alors attends, il aurait pas. Ce que je croyais qu'il avait. Il était là l'an dernier. Ah non, il était là la saison dernière. Non, autant pour moi. Non, ouais, je crois qu'il n'y est plus. Thielen, autant pour moi. Je l'ai pas dans la depth chart des Steelers de cette année. Hein, donc, non, là pour le moment, il a pas de club, Adam Thielen. Autant pour moi. Non, mais je croyais qu'il voulait prendre sa retraite. Hein. Il y a Jalen Warren qui est là, qui l'an dernier avait fait aussi quelques bons matchs pour les Steelers. Donc, mais non, mais je suis d'accord avec vous. Tu prends le corps de receveur. Aujourd'hui, c'est DK Metcalf, Michael Pittman, mais en troisième receveur, c'est Jeremy Bernard, leur rookie. C'est leur rookie deuxième tour de cette année. Ouais, mais encore une fois, les Steelers, c'est un changement d'air aussi. S'il y avait, en fait, le problème, c'est que ça fait des années qu'ils veulent tanker, mais comme tu as les deux équipes qui servent à rien, qui leur donnent des matchs, ils peuvent pas tanker. Avec Cleveland et Cincinnati qui se prend les pieds dans le tapis à chaque fois. On va pas encore parler des Brands, sans rire. Non, mais c'était juste pour parler de. Il y a la minute Brands, c'est obligatoire, c'est contractuel. Il y a. Blague mise à part. En plus, il a envie de parler de Cleveland parce que j'ai cru comprendre qu'en NBA, il y allait avoir il n'y avait pas Cleveland qui s'est qualifié contre New York. Je refuse de parler de cette série. D'accord. Très bien. Voilà. Je savais bien qu'il y avait une histoire avec Cleveland, je n'ai pas tout suivi, mais enfin, il me semblait qu'il y avait un truc. En finale de conf contre New York.
Voilà, c'est bien ça. Et puis, vous pouvez suivre le podcast N1 au passage. Comme ça, Exactement. hop, ça Et fait- vous verrez à quel point je peux être encore plus de de mauvaise mauvaise foi qu'en NFL. En NBA, c'est pire en NBA. Euh, Oui. mais voilà, on a. Est-ce que c'est pas là encore une histoire de finalement la page qui devait se tourner après Mike Tomlin, elle va se tourner qu'à moitié parce que tu prends McCarthy, finalement là où on s'est dit il va y avoir un changement de quarterback, c'est le moment de tout remettre à plat. Aaron Rodgers, il va rester encore un an. Est-ce que ça va pas faire encore vivoter les Steelers autour de 7, 8, 9 victoires et toujours la même chose avec un choix autour de la 13 à 18 l'an prochain à la draft, tu vois. Et puis, encore une fois, tu restes dans cet entre-deux-là sans jamais vraiment construire et sans jamais vraiment tourner la page. Est-ce que c'est pas une occasion ratée finalement de se dire, on balaye le tapis et puis on fait une nouvelle page, quoi. Est-ce que le public de Pittsburgh est prêt vraiment à faire table rase? Parce que faire table rase, ça veut dire aussi de préparer à 2-3 années qui vont être douloureuses. Ça veut dire repartir avec un effectif frais, parfois inexpérimenté. Est-ce que le public de Pittsburgh est prêt à l'accepter? J'en suis pas sûr à 100%. Une fois de plus, on parle d'un club qui a, la saison dernière, remporté sa division. Une fois de plus, dans des circonstances particulières. Ok, mais qui l'a remporté. Est-ce que le palier de décompression n'était pas jugé un petit peu haut, et puis même au-delà du public, peut-être par le front office également, je ne sais pas, je ne suis pas dans leur petit papier, mais est-ce qu'ils ne tentent pas une transition en douceur? Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il y a eu des précédents, les transitions en douceur dans le sport professionnel. Ça peut être compliqué, vaut mieux arracher le bandage d'un coup et que ça pique, mais voir quelque chose qui se construit. Là, en effet, le risque, c'est qu'on ait des Steelers qui se retrouvent alors, au pire, au fond du panier, au mieux dans une espèce de ventre mou du championnat. Et si les circonstances s'alignent comme l'année dernière, ça peut peut-être donner quelque chose. Aller en wildcard, va savoir, on ne sait pas. Mais là, Pittsburgh prêt à gagner, je mets pas ma chemise dessus. Et une fois de plus, je n'ai rien contre les Steelers, ni contre leurs fans. Ma foi, c'est un contraire. J'aime bien, fort au contraire. Mais là, les gars, je serais vous, je mettrais pas mon PEL sur une victoire des Steelers. Moi, il y a juste un truc, c'est que ils ont, en fait, s'ils voulaient vraiment faire table rase, mais tu vends les joueurs. Tu fais ce que fait Miami. Oui, qui ont une valeur marchande. TJ Watt. Tu transfères TJ Watt et pour le maximum. Et puis Ramsey. Ouais. Même si Ramsey, il est un peu. Mais il rend service dans une équipe contender, tu vois. En cornerback 2, tu voyages, quoi. Donc. Moi, c'est ça en fait que je pense pas qu'ils veulent. Le pire, c'est qu'ils veulent pas tanker, mais le truc, je pense pas. C'est que, je suis d'accord. Je pense que la Vox Populi fait que c'est pas possible. Donc, et puis ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas été négatifs. Ok, oui. Il y a Mike Tomlin, mais déjà avant Mike Tomlin, ça tournait pas mal. Donc depuis Bill Cowher, donc ça date quand même. C'est les années, depuis les années 90, ils n'ont pas été au fond du trou, quoi. Donc c'est compliqué. Et après, une fois que tu y es, c'est pareil. C'est un plan où il faut les hommes capables de le faire. Est-ce qu'aujourd'hui ils ont dans leur front office un staff capable de partir sur une reconstruction, ou est-ce que je suis pas sûr, parce que savoir bien drafter, c'est une vraie compétence, même si aujourd'hui on le sait que c'est il y a beaucoup plus d'analytique, de choses pour aider au recrutement, mais ça demande aussi un savoir-faire, et je suis pas sûr qu'il est. On parle juste rapidement du montant du contrat, puisque ESPN rapporte 25 millions de dollars. Alors, ce serait une base légèrement supérieure à 20 millions avec des petits suppléments
qui peuvent faire monter jusqu'à 25 millions. On a beaucoup entendu, c'est énorme pour un quarterback de cet âge-là. Et finalement, dans le marché, ça le place à la 17e position des quarterbacks actuellement, juste un petit peu au-dessus de Malik Willis, dont on va parler juste après, qui est à 22 500 000, donc même en base de salariel, on doit être même dans les mêmes étiages. Et les quarterbacks derrière, c'est des quarterbacks rookies pour la plupart. C'est des gens qui sont encore en contrat rookie. Vous avez quasiment aucun quarterback starter non rookie qui sont en dessous de ce montant-là, quoi. Ou non contrat rookie. Oui, non contrat. Oui, parce que c'est contrat rookie, évidemment. Ouais, mais du coup, tu vois, avec 25 millions, tu vas pas gréver ton cap space, quoi. Tu vas pas surpayer un quarterback pour faire autre chose que ce que tu prends Justin Fields. Cette année, c'est 20 millions. Il est payé 20 millions à Kansas City pour être backup de Patrick Mahomes. Tu vois, moi, le choix entre les deux est vite fait. Hein. Tu prends ce genre de gens. Et les contrats derrière, c'est qui? C'est Cameron Ward, c'est Caleb Williams, c'est Bryce Young, c'est Jayden Daniels, c'est Drake May, c'est CJ Stroud, c'est Jacoby Brissett, qui lui, bon, voilà. C'est Gardner Minshew, c'est McCarthy, c'est Bonnick, c'est Jackson Dart. Bref, quasiment que des contrats rookies, quoi. Donc, oui. Alors, on sait, tu sais, c'est une de mes marottes, hein, que tant que tu as un contrat rookie avec un rookie qui est super fort, qui peut performer, gagne, parce qu'après, ça t'enlève de la possibilité d'avoir des bons joueurs. Donc là, ça permet effectivement une reconstruction en douceur et de préparer, de se mettre dans une timeline pour plus tard. Et une fois que tu auras construit ton effectif, tu pourras aller chercher un quarterback, effectivement, et le mettre dans des bonnes dispositions. On passe quelque chose d'autre dans mon sub à ajouter? Non, c'est bon. Non, c'est moi, je pense que c'est le bon prix pour tout Aaron Rodgers qui soit pour un quarterback de plus de 40 ans avec sa carrière. Hein. C'est pour donner une idée, hein, pour le prix de 2 Aaron Rodgers, vous pouvez vous payer un Jalen Hurts à peu près. Donc voilà, parce que Jalen Hurts, il est à 51 millions. Donc il faut 2 Aaron Rodgers pour faire un Jalen Hurts de nos jours. Drôle de logique. Mais non, moi, ça me paraît pas. Plus aurait été trop, très certainement. Mais ça me paraît correct étant donné la carrière de l'homme et aussi étant donné son âge. On va parler un petit peu des Vikings du Minnesota. Les Vikings du Minnesota qui sont donc allés chercher Kyler Murray pendant cette intersaison 2026. Kyler Murray en provenance donc des Cardinals de l'Arizona. Et on a eu, il y a 2-3 petits jours, je crois que c'était dimanche, une question qui a été posée à Justin Jefferson. On lui a demandé voilà, ce qu'il pensait du fait de devoir tout le temps se réadapter à un nouveau quarterback, parce que c'est vrai que lui, sa production l'an dernier, il a dépassé à peine les 1000 yards, mais c'était la première fois depuis un petit moment qu'il n'avait pas dépassé la barre des 1400 yards. Et la dernière fois qu'il ne l'avait pas dépassé, c'est quand il n'avait joué que 10 matchs dans la saison. Donc, il a dit, c'est pas facile de devoir tout le temps se réadapter. Et on lui a donc posé la question de savoir qui est-ce qu'il préférerait avoir comme quarterback. Sa réponse est très simple. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait de la compétition pour le poste et que ce soit le meilleur qui soit présent sur le terrain. Il n'a donc pas dit qu'il voulait JJ McCarthy, il n'a pas dit qu'il voulait Kyler Murray, il a dit qu'il voulait une compétition pour le poste de quarterback partant. Ton avis, mon Seb? Et je pense que Justin Jefferson a raison et je pense même qu'il nous a lâché un gros indice sur l'état d'esprit dans lequel vont être les Vikings sur le poste de quarterback à l'entrée des camps d'entraînement. J'ai du mal à croire que Kyler Murray vienne à Minnesota uniquement pour jouer un rôle de mentor. Il a besoin de faire rebondir sa carrière. Et là, il se retrouve quand même dans un club où, en termes de jouer, il a ce qui se fait de mieux sur les ailes. À mon avis, ce serait dommage qu'il n'en profite pas. Je veux dire, il a quand même la Rolls-Royce, du moins une des Rolls-Royce des receveurs
dans la ligue sur une aile, et c'est quand même pas très très laid avec Jordan Addison sur l'aile opposée. Donc moi, je vois mal Kyler Murray échapper, du moins laisser passer une occasion de performer avec des joueurs pareils. Et en plus, il ajoute sa dimension potentielle de quarterback double menace. Et là aussi, je vois mal le coaching staff de Minnesota passer à côté d'une telle occasion. JJ McCarthy, je pense que c'est peu dire qu'il n'a pas convaincu la saison dernière. Est-ce que pour autant, il faut jeter le bébé avec l'eau du bain? C'est peut-être un peu trop tôt, mais si lors des camps et lors de la pré-saison, le coaching staff ne voit pas de progrès de la part de JJ McCarthy, j'ai peur qu'il se retrouve sur la touche. Et Minnesota, ils ont déjà revitalisé des carrières de quarterback. Souvenez-vous de Daniel Jones et de Sam Darnold, au hasard, de nom. Et beaucoup d'observateurs disent que Murray part de beaucoup moins loin que Jones et Darnold quand ils sont arrivés dans le Minnesota. C'est des éléments qui donnent à réfléchir. Moi, je ne serais pas étonné que lors de la première semaine, ce soit Kyler Murray qui soit derrière le centre pour les Vikings. Oui, j'allais parler de ça, mais il y a également autre chose. Le coach Kevin O'Connell est le coach qui murmure à l'oreille des quarterbacks. Il a relancé la carrière du gentil Kirko. Il a eu Sam Darnold après, il a fait exploser Sam Darnold. L'an passé, effectivement, je sais pas. Et puis il y a un truc, je sais pas s'il aime vraiment le quarterback qui est McCarthy. C'est une décision du front office. Je sais pas si c'est la sienne. Et est-ce qu'il est prêt? Il ne faut pas oublier que Sam Darnold, quand il a joué, c'est parce que McCarthy se blesse en pré-saison. L'arrivée de Kyler Murray lui donne aussi l'occasion de parfaire sa réputation de coach qui parle à l'oreille des quarterbacks. Et puis, il ne faut pas oublier que l'an passé, on est très déçus de la saison des Vikings, mais ils sont en positif. Ils sont en 9-8. Ils sont pas si loin de la deuxième place. Les Packers les grands rivaux des Packers qui se qualifient parce qu'ils ont fait un match nul. C'est la seule différence en fait. Donc ils ont été à la rue toute la saison, mais c'était une impression. Au final, ils finissent pas si loin que ça. Et effectivement, il y a eu effectivement Justin Jefferson qui a traîné un petit peu la patte, qui a traîné sa misère une grosse partie de la saison. Je pense que là, on veut lui faire plaisir en lui mettant un quarterback capable de le faire briller. Donc voilà. Après, Kyler Murray, on lui a mis plusieurs coachs du côté d'Arizona. Faut pas oublier que c'est un first pick. Lui aussi, il joue gros, donc moi je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec à la fois Seb et à la fois Justin Jefferson, comme quoi les grands receveurs se reconnaissent entre eux. Il va y avoir compétition à l'entraînement. Et souvenez-vous, l'an passé, ce qui se passe avec une compétition à l'entraînement du côté d'Indianapolis. Compétition à l'entraînement. Daniel Jones remporte la compétition à l'entraînement. Il arrive lancé et avec ce sentiment d'urgence et à l'entraînement, il performe et regardez ce qu'il fait jusqu'à sa blessure. Ah, je fais à Indianapolis, oui, d'accord. Oui, au Colts. Donc, quand le poste est en jeu, ben, tu t'entraînes un peu plus fort et tu veux te dépasser. Donc, je suis comme Seb, je ne serais pas étonné que Kyler Murray soit derrière le centre et McCarthy, qu'il apprenne un petit peu derrière lui, serait pas mal, sachant que je crois qu'il y a 1 an de contrat. Et McCarthy, l'année dernière, il joue que 10 matchs. Hein. Et si la sauce Murray prend pas, est-ce que vous voyez Justin Jefferson cette fois en avoir marre et dire bon bah allez hop, tradez-moi ailleurs?
Il est en compliqué contrat de- jusqu'à 2028, Justin Jefferson. c'est compliqué de se projeter comme ça, d'autant que, bon, voilà, on avait il y a 2 saisons notre point de Justin Jefferson pendant toute l'intersaison. Euh, c'est compliqué de se projeter là-dessus parce que, effectivement, si les choses se passaient mal, c'est suffisant pour faire absolument tout dérailler. Donc, je pense qu'il faut là vraiment, on est dans une situation de wait and see. On n'a déjà pas le nom du QB titulaire. On en saura déjà plus à l'entrée de la saison. Mais il est évident que si à la 8e, 9e journée, ils sont 3-6, peut-être que Justin, il va faire du boudin, il va dire, bon, trade deadline arrive. Il a quand même 27 ans, il va sur ses 28. Tu vois, ça, mine de rien, il a plus 20 ans non plus, Justin Jefferson. Il est proche de la trentaine. Donc, bon. Ouais, mais c'est un receveur qui a pas trop perdu son explosivité. Ah non, mais ça, clairement, ça fait partie du top niveau encore à son poste. C'est clair. Ouais, l'année dernière, en fait, pourquoi il a fait une mauvaise saison statistique? Et je l'avais en fantasy. Donc forcément. Tu vois, encore, il fait une mauvaise saison. Enfin, le mec, il fait quand même Statistique. plus. Oui, non, mais même statistiquement, il fait quand même plus de milliards. Il fallait voir qu'il lui passait le ballon l'an dernier, quoi. Mais complètement. Ouais, Mais c'est alternatif. il a fait des matchs à 10, 12 yards. Non, mais c'était jamais arrivé, ça, tu vois. C'est parce que ça, c'est parce que tu l'avais. Ça, oui, c'est d'accord. Oui. Il faut arrêter de tout voir aussi par le prisme de la fantasy. Un receveur à milliard, il fait pas une mauvaise saison. Il faut arrêter. Je crois que ce soit décevant pour un Justin Jefferson. Ok, ça, je peux l'entendre. Mais tu ne peux pas dire qu'il fait une mauvaise saison. Il a pas fait 700 yards, quoi. Oui, quand t'as Bosmer qui t'a lancé le ballon, quoi. Non, mais lui, il a traîné son mal-être une grosse partie de la saison quand même. Il a râlé et tu me diras, un receveur qui ne râle pas, c'est pas un receveur. C'est clairement. Mais effectivement, tu vois, moi, je le vois pas être une diva à ce point. Mais et puis il y a un autre point. Alors vous m'arrêterez si je me trompe, mais dans le pire du pire des cas, là actuellement, dans la QB room des Vikings, il y a Carson Wentz. Oui. Alors tu sais ce que t'as, mais c'est quelqu'un qui sait ce que c'est qu'un match NFL. Ça marche pas avec Kyler Murray, McCarthy fait pas l'affaire. Bon ben, fichu pour fichu, lance Carson Wentz. On ne sait jamais. Avec lui, sur un malentendu, effectivement, ça peut marcher. Mais il est capable de te faire, par exemple, un très bon mois de compétition. Et si tu étais à touche-touche avec 2 autres équipes, de te faire passer en play-off. C'est typiquement le genre de... Admettons, leur saison se passe très très bien. Murray se blesse pour quelques semaines à un moment décisif. Effectivement, ils sont à touche-touche avec 2 rivaux de division. Tu fais rentrer qui? McCarthy ou Carson Wentz? Ça sera intéressant aussi de voir quel est l'ordre des QB dans le roster à l'issue des camps et au début de la saison régulière. Oui, non, c'est évident. Surtout que, ouais, voilà, du playmaker, t'en as chez les Vikings. Oui, t'as parlé de Justin Jefferson et Jordan Addison. T'as Aaron Jones en running back. Oui. T'as Jawan Jennings qui est arrivé aussi des 49ers, qui est pas non plus le dernier peintre venu. T'as TJ Hawkinson. Enfin bref, t'as quand même de quoi faire pour recevoir le ballon. Avec un Carson Wentz derrière, je te rejoins tout à fait. Il est totalement capable de faire avancer l'attaque. Les QB, à mon avis, pour revenir sur ce que l'on disait précédemment, les QB à Minnesota sont vraiment beaucoup mieux entourés que ne peut l'être Aaron Rodgers à Pittsburgh. L'environnement n'a rien à voir. C'est pour ça, notamment, que je suis... alors, on va mettre de côté les âges et les performances passées, parce que ça aussi, malheureusement, les performances passées de Kyler Murray, on pourra en parler. Il y a quand même un petit problème pour disputer une saison complète. Mais si on met ça de côté, en termes d'entourage, je suis beaucoup plus confiant de ce qu'il y a autour de Kyler Murray.
Alors, en parlant de confiance et de lutte pour le poste de numéro 1, on va refaire un petit retour très rapide sur la draft avec notre ami Fernando Mendoza et l'arrivée de Kirk Cousins chez les Raiders. Parce que Seb, il s'est pas exprimé sur le sujet encore. Kirk Cousins chez les Raiders, on rappelle le move, hein, il arrive quelques semaines avant la draft, mais contrairement à ce qui s'était passé à Atlanta, cette fois, il savait que les Raiders allaient choisir un quarterback. C'est ce qui change un peu tout aux données du problème. Est-ce que pour toi, mon Seb, ils ont fait ce move pour ne pas mettre Mendoza titulaire sur sa première saison? C'est fort possible. Déjà, avoir Kirk Cousins sur le banc, moi, je pense que c'est une bonne assurance. Ça ne veut pas dire que c'est le backup qui va te faire performer. L'avoir au camp d'entraînement aussi, c'est une bonne... Voilà. C'est bien. Et je vois que Cousins dans un rôle de mentor, moi, ça ne me paraît pas incohérent parce que, et notre cher Yaya le sait bien, Kirk Cousins, il est gentil. Voilà. Mais non, plus sérieusement. C'est Papa Mendoza. Ça va être Papa voilà, Mendoza. c'est Papa Mendoza. C'est pas Papa c'est pas le Papa Pagouin. Cousins en tant que mentor, moi, ça me paraît pas illogique. Kubiak le connaît bien puisqu'il était le QB coach, il a été offensive coordinator pour les Vikings de 2019 à 2021, et je vous le donne, Émile, qui était le quarterback à ce moment-là? C'était Kirk Cousins. Et dans cet intervalle 2019-2021, Cousins, il lance plus de 12 milliards, 94 touchdowns, 26 interceptions, quoi. Donc, je pense que les deux hommes savent travailler ensemble. Et même si Kirk Cousins, il a eu une saison compliquée à Atlanta, il a quand même récupéré le sport de starter suite à une blessure de Penix la saison dernière. Et effectivement, on pourrait envisager, alors là, attention, je prends un gros risque dans ce que je dis, on pourrait envisager que les Raiders aient pour une fois depuis des décennies une décision logique et cohérente. Et même, vas-tu aller jusqu'à intelligente? J'irai jusque-là. Je vais attendre de la week 1, pareil, pour voir qui est derrière le centre. Ce sera dans l'overréaction de la week 1, tu sais. Voilà, il se pourrait qu'ils ne veuillent pas lancer leur QB rookie first pick dans la fosse au lion dès la première journée. Et alors, si c'est le cas, je me dirais, ça alors, pour une fois, pour la première fois depuis longtemps en NFL, je vois une décision sensée et incroyable. C'est les Raiders de Las Vegas qui l'ont prise. Mais où va ce monde? Décidément, où va ce monde? Je ne reconnais plus ma NFL. Moi, j'attends la week 1 où les Raiders et les Jets s'imposent pour que je puisse faire une overréaction. Qui des Raiders ou des Jets au Super Bowl, tu vois. Voilà. Jets Raiders en finale d'AFC, on peut l'annoncer. Voilà, vous l'aurez entendu ici en premier. Voilà. Moi, j'ai envie. Tu vois, c'est comme mon overréaction week 1, c'est comme Yaya et son tu préfères. C'est mon podcast de l'année, tu vois. C'est celui où je donne tout sur les overréactions. Souvenons-nous de la défense la défense des Bengals qui les amènera au Super Bowl. Qui allait les amener au Super Bowl. Là aussi, petit temps, je suis parti trop tôt. Et cette réaction de Seb qui s'énerve complètement sur cette overréaction en nous disant j'ai été le seul à avoir une réaction raisonnable, logique et sensée sur cette affirmation sortie de l'espace. Je suis désolé, je vais pas me lancer des fleurs, mais c'est le cas. C'était une vraie overréaction pour le coup. On avait vraiment trop overréagi. Mon cher Yaya, toi, tu nous as déjà donné ton sentiment sur d'autres émissions, mais tu vas nous le répéter. Cette arrivée de Kirk Cousins, un bon fit. Oui, complètement. En fait, en plus, il le paye quasi pas. Qui mieux que Kirk Cousins pour driver quelqu'un qui dans le jeu a des affinités. Donc, je pense que oui, c'est un move intelligent et je suis d'accord avec Seb. Je ne serais même pas surpris que Kirko soit titulaire week 1 et dans le but surtout de protéger Mendoza et de faire en sorte qu'il soit titulaire seulement on va dire à bye week ou si ça se passe à peu près correctement sur la ligne,
week 5-6, quoi, tu vois. Donc, ça ne me surprendrait, mais pas du tout. Enfin, ça me surprendrait parce que ce serait une bonne décision de la part des Raiders et ça ferait longtemps qu'ils n'en aient pas eu. Donc, ce serait pour moi la forme la plus logique parce que il y a une grosse différence entre le college football et la NFL et il faut que le terrain se ralentisse. Donc, apprendre les choses, apprendre de quelqu'un des routines de match, expliquer, passer du temps, être un peu un coach, mais mes joueurs pour lui expliquer. Je sais qu'il a fait beaucoup avec Penix et que quand Penix a eu le poste de titulaire, il a appelé, il a regardé les vidéos avec lui, il lui a dit voilà, tu vois, il se passe ça, ça, ça. Donc je pense que il peut le faire avec Mendoza et on lui a peut-être présenté dans le sens où c'était le dernier de sa carrière, le dernier job de sa carrière et c'est peut-être un tremplin pour une carrière d'après. On passe aux Dolphins, les amis. Les Dolphins de Miami avec Malik Willis qui arrive chez les Dolphins pendant cette intersaison. Alors là, on est sur un vrai pari et ça m'intéresse de parler de ce cas-là parce que on a les Dolphins qui sont en complète reconstruction. Ça, là-dessus, c'est un secret pour plus personne. Ils vont chercher Malik Willis chez les Packers, un contrat à 22 millions de dollars. C'est quand même, rappelons-le, Seb, un quarterback qui n'a jamais été dans le costume de quarterback numéro 1, de quarterback titulaire indiscutable dans une franchise. Absolument. Il a été drafté par Tennessee en 2022 au 3e round. Il a disputé 3 matchs en tant que titulaire pour les Titans, mais son développement, il n'a commencé vraiment que 2 ans après à Green Bay. Et là encore à Green Bay, il a fait 3 starts seulement. Sur ces 3 starts, 612 yards, 3 touchdowns, pas d'interception, ce qui est tout de même important dans sa situation. Il avait rajouté également 144 yards et 3 touchdowns au sol. Donc il y a en plus un potentiel de double menace. Mais le head coach Jeff Hafley et le general manager de Miami, John Eric Sullivan, qui sont tous les deux de nouveaux arrivants, ne sortent pas ce move de nulle part. Tous les deux ont passé 2 ans à Green Bay. Donc ils connaissent Malik Willis, ils voient quelque chose en lui. C'est peut-être le type de joueur qui a juste besoin qu'on lui donne sa chance. Est-ce qu'il saura le gérer? Est-ce qu'il saura gérer la pression? Ça n'appartient qu'à lui. On le saura assez rapidement. Il va être entouré par Devon Etchen et ben c'est à peu près tout. Et c'est bien le problème parce qu'il n'y a plus de Jalen Waddle. Il aurait encore été là, ça aurait peut-être été une autre paire de manches. Il aura Malik Washington, Jaled Tolbert et Tutu Atwell pour cible. Bon. On va parler clairement, on va pas tourner autour du pot. Est-ce que tu peux vraiment juger un QB? Est-ce qu'on va pouvoir juger la saison? Alors, s'il emmène les Dolphins à 10 victoires, oui, là, on pourra le juger. Hein. Mais s'il finit à 3 ou 4, est-ce qu'on pourra dire, bah oui, mais c'est le QB qui était pas bon, quant à ça, comme playmaker derrière, quoi. Sans vouloir faire offense à qui que ce soit. Mais c'est quand même pas, voilà. Effectivement, tu as un casting de playmaker qui est quand même pas reluisant. Tu as une offensive line classée 24e en protection de passe la saison passée et qui s'est pas vraiment renforcée à l'intersaison. Et puis, tu as un club qui a 179 millions de dollars de dead money. Va y avoir 1 ou 2 saisons compliquées. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, s'il arrive à produire quelque chose, même sans parler des playoffs, tu vois, si avec ce casting-là, ils font une saison à 8 victoires, on pourra dire ah bah ouais. Ah, là, il y a un gros potentiel. Ils ont le deuxième plus gros calendrier, le deuxième calendrier le plus difficile de la ligue en plus. Hein. Voilà, en plus. Alors, attention, petit disclaimer, je n'ai pas prédit une saison à 8 victoires pour Miami. Je dis, si ils parviennent à le faire, on pourra se dire, attention, il y a un gros potentiel avec ce casting et avec ce quarterback. Alors, pitié que Devon Etchen ne se blesse pas. Il manquerait plus que ça.
Alors là, c'est Pompon sur la Garonne. Je vous le dis tout de suite. C'est là, Si- derrière, et- c'est Jalen Wright et Oli Gordon. Hein. Non, mais attends, s'ils sont à une victoire à la week 13, Ouais. t'inquiète pas qu'ils vont lui trouver un truc pour le mettre dans le formol. Hein. Attends, c'est quoi le. Attends, du coup, j'ai envie de regarder le calendrier. Le calendrier. Le premier match, je m'en régale déjà. Le premier match des Dolphins, c'est à Las Vegas. Ça veut dire que pour mon overreaction week 1, je vais pouvoir mettre soit les Dolphins, soit les Raiders au Super Bowl. T'as déjà le podcast de la Week 1 qui s'écrit Et tout là, seul. on est déjà bon. On est déjà bon parce que ça fait une demi-heure. Tu vois. Ça, on rappelle que normalement... Si ça se termine 0-3, tu vas avoir du mal à nous faire une overreaction là-dessus. Normalement, Match nul, 0-0. Normalement, je rappelle que les podcasts NFL, alors on avait dit que c'était les débriefs, mais enfin ouais, on verra. Il y aura des podcasts NFL qui seront en live aussi sur Twitch et tout. Le moment où on envoie les Dolphins au Super Bowl, j'ai envie d'avoir les réactions des gens tout de suite, quoi, parce que là, je veux voir ça. On a notre Ben national qui l'a. Et puis attends, le calendrier, donc c'est Las Vegas, c'est derrière, c'est déplacement San Francisco, réception de Kansas City, déplacement Vikings, réception de Bengals, bye week. Bon courage. Hein. Et puis les ouragans. Et les ouragans, oui, les fameux plus, ouragans floridiens. Les ouragans floridiens, les fameux, qui font et qui défont les saisons des franchises du coin. C'est bien connu. Toi, Malikoulis chez les Dolphins, mon Yaya, ça t'inspire Ça t'expire, visiblement. Alors, comment t'expliquer être ou ne pas être? Allez sur YouTube pour voir les réactions de Yaya en direct. Voilà. Mais en fait, le truc, c'est que il a un peu envoyé. Il a sa chance, en fait. On lui donne sa chance, mais je suis pas sûr qu'il soit dans le meilleur environnement qu'il soit, quoi. Et c'est ça, en fait, le problème, c'est qu'il n'est pas dans un bon environnement. Il donne sa chance avec pas de carte en main, quoi. C'est le mec que t'envoies à la table du championnat du monde de poker, mais sans savoir jouer aux cartes, quoi. Ou sans avoir de cartes. Parce qu'en fait, le truc, il va se retrouver avec une équipe qui est, comme Sam l'a dit, ils ont quelques années à absorber de la dead money. Donc en fait, le but, ça va être de vendre les joueurs qui sont un peu bankable, de les montrer, ceux qui sont bankable, de les trader pour avoir des tours de draft, quoi. Et de courir au first pick. Donc l'objectif, c'est d'être derrière le centre, de faire ce qu'il peut, et si on peut gagner des matchs, ok, super, mais c'est pas l'objectif premier, quoi. Bon, après, Miami, on parle tout le temps des Raiders, des Jets, c'est bien mieux, ils ont même pas gagné de match de playoff au 21e siècle, quoi. Oui. Et puis leur petite courte fenêtre, parce qu'il faut rappeler qu'il y a quoi, une petite dizaine d'années, même pas 10 ans, je me rappelle plus, peut-être 6-7 ans, les Dolphins, c'était déjà le fond du panier de la NFL à ce moment-là. Oui. Je me rappelle de leur victoire miraculeuse contre les Patriots à la dernière seconde. À ce moment-là, franchement, voir les Dolphins gagner contre les Patriots, tu ne mettais pas ton PEL dessus. Hein. Non, mais bien sûr. Pour ceux qui nous ont rejoints depuis 2 ou 3 ans, il faut se rappeler que les Dolphins viennent de loin quand même. C'est-à-dire que ils ont un truc contre eux, c'est que c'est au bord de la plage, quoi, tu vois. Donc les gars, ils vont là-bas, ils pensent plus à faire la fête et les joueurs et à dépenser leur argent en jouant de plage. Ouais. Voilà. Donc, je sentais que tu allais ramer, donc je t'ai envoyé une bouée, tu vois. Oui, mais tu sais, c'est un peu le. Enfin, tu vois, quand t'es là-bas, c'est compliqué, quoi. Donc. Aussi, tu vas acheter une pelle et un seau, quoi, c'est ça. Oui, totalement. Mais après, ça fait combien de temps qu'ils ont. Enfin, Miami, ça fait. Enfin, moi, je les ai toujours connus en équipe médiocre, quoi. Ouais, et puis, tu as commencé à regarder dans les années 70, ça fait un moment. Hein. Pas dans les années 70, dans les années 90, mais si tu veux, il y avait Dan Marino. Parfait, bim.
Le truc, c'est que c'est un peu ça depuis la saison parfaite. C'est beaucoup de déceptions. Moi, je me souviens d'une année, ça doit être la saison 92. Ils doivent gagner un match. Ils doivent gagner un match sur les 2 qui restent pour se qualifier en play-off. Ils perdent San Diego à l'époque et les Jets, quoi. Donc, je te parle de ça dans les années 90. Donc, tu vois, se prendre les pieds dans le tapis, ça a toujours été. Enfin, c'est un peu une spécialité locale, quoi. C'est un sport national. Ouais, complètement. Ouais. Je pensais ce que disait Yaya il y a une minute me faisait penser à quelque chose. Yaya parlait de first pick. C'est pas dans leur intérêt de jouer le first pick. Alors, ils vont peut-être se retrouver dans la course malgré toute leur bonne volonté. Pourquoi ? Parce que ils viennent de signer un quarterback en qu'ils voient leur quarterback d'avenir. L'année prochaine à la draft, si tout va bien, dans les 3 premiers picks, il y a 3 quarterbacks qui vont partir. C'est pas dans l'intérêt de Miami de drafter un quarterback dans la logique. Mais s'ils devaient se retrouver avec le first pick, ils auront là une grosse monnaie d'échange pour trade down, et trade down pas qu'un peu. Donc si effectivement, alors qu'ils tankent ou qu'ils n'aient pas les moyens de faire mieux, s'ils devaient se retrouver avec un des 3 premiers picks de la draft, moi je serais eux, je le trade à prix d'or parce que a priori, j'ai pas besoin d'un quarterback. Je vais pas investir un first round très haut placé sur un autre quarterback. Ouais, mais sauf que si c'est un quarterback générationnel, c'est toujours le. Mais alors, ça veut dire que là, tu as foutu 60 millions de dollars aux toilettes, alors que tu en as 180 quasiment absorbés en dead money. Non, mais je suis d'accord, mais sauf que là, c'est le 18e contrat de quarterback, c'est le premier non contrat rookie. Tu peux pas faire plus bas en fait. Parce que le seul, c'est qu'ils aient le first pick et qu'ils prennent Archie Manning. Ça serait voilà. Ouais, mais si j'avais le deuxième ou troisième choix, pardon, moi je serais eux. Oui, complètement. Mais après, tu vois, regarde, là-dessus, moi je peux te suivre. Mais regarde, tu mets un an en couveuse derrière les coulisses qui la prennent et choses comme ça. La 3e saison, t'inverses et en fait, tu as gagné du temps, c'est-à-dire que tu as évité que ton joyau se fasse cabosser et que tu as fait cabosser les coulisses à la place. Pas faux, ça se défend. Tu vois, en fait, ça dépend de la solution. Si tu es first pick et que tu as vraiment ton quarterback et ton équipe elle n'est pas prête pour avoir un quarterback élite, t'envoies au charbon ton quarterback que tu payes de toute façon dans tous les cas. La dernière victoire des Dolphins en playoff, t'en parlais tout à l'heure, Yaya, c'est lors de la saison 2000. Saison 2000, c'était une victoire contre les Colts d'Indianapolis en wildcard. Et après, ils avaient perdu en divisional round contre les Raiders qui étaient alors à Oakland sur le score de 27-0. Et le saviez-tu que les Colts ont plus de titres d'AFC Est que les Jets? Et oui. Voilà, c'était la petite news du jour. Petit truc à picorer comme ça, c'est sympa. Dernier quarterback dont on voulait parler, et ça parle aussi de Miami, puisqu'il c'était l'ancien de Miami, Tua Tagovailoa, qui se retrouve maintenant chez les Falcons d'Atlanta. Alors là aussi, les Falcons, ça tâtonne un petit peu. Vous avez vu qu'ils nous ont fait dans le calendrier, ils nous ont fait un revival du match Saints-Falcons, du retour d'après l'ouragan Katrina. Ils vont le positionner en prime time et ça se passera à 10 jours près des 20 ans, jour pour jour, du retour des Saints dans leur Superdome contre les Falcons. Voilà. Ils ont même essayé de le mettre en week 3 pour que ça tombe à 2 jours près, mais c'était pas possible. Donc voilà, ce sera en week 4 et Roger Goodell a insisté pour que ce soit le Monday Night Football. Donc on aura ce revival 20 ans après du retour des Saints. Bref, c'était pour parler des Saints. Les Falcons d'Atlanta, du coup, qui vont retrouver Tua Tagovailoa.
Le problème, mon Seb, c'est que j'ai envie de dire, on est avec un QB dont on ne sait plus trop sur quel pied danser ou sur quelle tête danser, avec une franchise, on ne sait plus trop sur quelle tête danser non plus. Alors, on va essayer de prendre les choses dans l'ordre. On va commencer par le joueur, par Tua Tagovailoa, effectivement. En 2025, il joue 14 matchs. Il en joue 14 parce qu'il se fait bencher en raison de son score assez affolant de 15 interceptions en 14 matchs. C'est beaucoup trop et c'était son record personnel de la catégorie. On le sait, il y a eu un changement de tête à Miami, je le disais tout à l'heure, notamment un nouveau general manager, John Eric Sullivan, qui, lui, a jamais caché qu'il n'était pas forcément emballé par Tagovailoa. Donc, bon, tu ajoutes à ça 54 millions de dollars garantis pour le joueur en 2026, plus au cours de la saison dernière des déclarations de sa part à la presse sur la culture au sein du club et la discipline qui ont quand même été très mal perçues parce que d'habitude, dans le sport pro, on lave son linge sale en famille, on ne fait pas de grands déballages dans la presse. Et tout ça, donc ça a fait qu'il est tradé vers Atlanta. Et Atlanta, là aussi, qui sur le poste a une situation compliquée avec Penix qui s'est blessé grièvement lors de la saison dernière, remplacé par Kirk Cousins. Kirk Cousins qui n'est plus là, comme on l'a dit précédemment. Donc, il leur faut quelqu'un. Est-ce que toi, Tagovailoa est l'homme de la situation ? Ça, on le verra. Un point pour lui, c'est qu'il est gaucher comme Michael Penix Jr. Et ça, c'est un point qui a son importance pour tout le monde, pas seulement pour les receveurs, pour les running backs, pour les hommes de ligne, etc. On pense que toi devrais bien pouvoir travailler avec Drake London sur les lancers rapides. Et Atlanta a signé Olamide Zaccheaus pour apporter des yards après réception. Après, est-ce qu'il y aura une compétition sur le poste de quarterback avec Michael Penix Jr., c'est-à-dire, en d'autres termes, Tua Tagovailoa arrive-t-il déjà auréolé de la couronne de QB1 à Atlanta ? Et là, j'ai envie de dire que rien n'est moins sûr. Tua Tagovailoa, outre ses performances de la saison dernière, et également son état de santé, qui pose problème, puisque on ne le répétera jamais assez, mais notre homme est quand même sujet aux commotions à répétition, et elles sont toutes plus effrayantes à chaque fois. C'est pas forcément très encourageant. Donc, je pense que c'est une bonne pioche, mais paradoxalement, je ne pense pas que ça éclaire la situation du poste actuellement à Atlanta. Et pour moi, ça reste un gros point d'interrogation. Oui. Alors, il n'y a pas eu de trade, il s'est fait couper. Donc en fait, ils n'ont même pas à reprendre le contrat Atlanta. Donc en fait, ils se retrouvent avec un quarterback que tu payes pas, quoi. Quel est le risque ? Oui, niveau risque financier, t'as rien. Gros risque. Oui. Après, je suis d'accord avec toi. Au bout d'un an, qu'est-ce que tu vas avoir ? Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai envie de te dire, ça va être la question l'année prochaine. C'est comment il va jouer et comment il va s'adapter. Est-ce que le système de Stefanski va lui convenir ? Est-ce que Stefanski il va vouloir mettre Stefanski ? Parce qu'on sait que la gestion des quarterbacks, ça a été un peu un problème du côté de Cleveland. Pas forcément que de son fait. Cleveland numéro 2. Bah oui, mais c'est l'ancien coach. Donc, il y a eu, ça a été un petit peu le bazar, pour pas dire autre chose. Donc, tu vois, on va voir s'il arrive à clarifier les choses. Pour moi, c'est ce qu'on va découvrir pour cette année. Après, compétition, deux joueurs, 2 salles, 2 ambiances. Bah, écoute, on va voir comment Michael Penix va revenir. C'était un first rounder de mémoire, donc c'est un investissement. Faut voir ce que maintenant il a dans le ventre, et on va voir au camp d'entraînement qui mérite le plus le poste. Et dans tous les cas, si celui qui a le poste
au premier, à l'opening day, je suis pas, s'il se manque, il y aura quelqu'un derrière pour prendre la place. Ça, c'est sûr. Merci, les amis, pour ça. Juste une petite dernière info. Il y a une info qui est tombée là pendant l'émission. Les propriétaires, vous savez qu'il y a le League Meeting qui se tient aujourd'hui. Et les propriétaires ont voté pour un 10e match international l'année prochaine. Donc, on aura 10 matchs internationaux et non plus 9 l'an prochain, ce qui est plutôt une nouvelle pour les Français qui devrait être assez bonne, puisque il y a de fortes chances que Paris puisse refaire partie de la liste les années à venir. Oui, le but ultime de Goodell, hein, paraît-il, c'est qu'il y ait un match international par journée de championnat. C'est 16, oui, c'est 16. C'est 18 même. On se rapproche des 16 parce que l'objectif numéro 1, ce serait qu'au moins chaque équipe joue au moins une fois l'international tous les ans, donc il y a au moins 16 matchs du coup internationaux. Et voilà. Et idéalement 18, une par semaine de compétition. Et voilà, en tout cas, il y en aura un 10e en 2027, donc on se rapproche encore un petit peu plus de cet objectif. Les prochains rendez-vous, moi je serai dans l'Afterfoot US mercredi soir pour débriefer la D1 et pour parler aussi des playoffs de D1 qui commenceront samedi. Le jeudi soir, 21h30, ce sera le Tailgate Talk où on reviendra sur toute l'actualité de cette semaine en NFL avec différents thèmes que l'on vous trouvera et que l'on choisira. Bon, Yaya, t'es là ce jeudi? Ah bah oui. Yaya est là et je crois que Flo sera là aussi de French Touchdown. Il devrait être de retour, si je ne dis pas de bêtises, ce jeudi. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Le pré-game show, c'est samedi 17h pour le match entre les Musketeers et les Prague Lions. Et puis on se retrouve ensuite pour Tailgate Europe lundi et pour le prochain podcast NFL mardi. Décidément, hein. On ne s'arrête jamais sur Tailgate, les amis. On suit les réseaux sociaux, on suit partout, comme d'habitude. N1 aussi, nos amis du podcast, la petite babe à l'orange, parce que là, c'est les playoffs, on approche là, c'est les finales de conf. C'est les finales de conf, on approche, voilà. Ça, c'est... Donc, n'hésitez pas à aller suivre les copains de N1. On vous remercie tous de votre attention. On se dit à très vite sur Tailgate. Salut tout le monde. Ciao. Ciao, bye.